Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, épisode 49 du podcast La Conciergerie et tout premier épisode du format questions-réponses. Vous m'avez posé vos questions sur l'Instagram sur la conciergerie, podcast. Et vous pouvez d'ailleurs toujours me poser vos questions sur la conciergerie podcast. Un petit message vocal, je l'enregistre, je le pose sur le podcast et j'y réponds. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs questions, des questions très intéressantes. Il n'y a que des femmes qui m'ont posé des questions. Où sont les hommes? Je me pose la question. Alors, sans plus attendre, on passe à l'épisode du jour. Oui, bonjour, je suis Camille, j'ai une conciergerie en Haute-Savoie. Je voulais savoir si vous mettiez le papier toilette, sac poubelle, etc. en fonction de la durée du séjour, ou bien si vous mettiez seulement pour le premier jour d'arrivée. Parce que j'ai beaucoup de mauvais commentaires, comme quoi il n'y a pas assez de papier toilette, de sac poubelle, etc. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir comment vous faisiez vous. Merci beaucoup. Merci Camille pour ta question. Alors c'est vrai que c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il faut préparer le logement pour le premier jour d'arrivée ou pour la totalité du séjour? La question est plutôt du style, s'il reste 15 jours, faut-il leur apporter du café pour 15 jours, du papier toilette pour 15 jours, des produits d'accueil type gel douche, shampoing et autres? Tu te rends vite compte que ça va revenir très cher et ils vont surtout abuser et certains vont même demander de faire les courses à leur place. Donc la réponse est assez simple, du moins c'est ce que je fais, je ne dis pas que c'est la seule réponse. J'apporte du café, une capsule ou 2 capsules par personne pour le premier matin, avec du thé, du sucre. Le papier toilette, en général, j'en mets 2 rouleaux, ce qui suffit pour avoir le temps, pour un week-end du mois, si on n'a pas eu le temps de faire les courses et qu'on arrive un dimanche. Ça laisse le temps d'aller pouvoir faire les courses le lundi matin. Et pour tout ce qui est autres produits d'accueil, c'est en fait du bonus. Donc c'est à toi de décider combien tu en mets, mais pas aux voyageurs d'imposer ce qu'il faut mettre. Pour être plus tranquille, ce que je te conseille, c'est de mettre dans tes annonces kit démarrage pour le premier jour de votre arrivée. Et puis tu peux préciser ce qu'il y a dedans. Comme ça, les voyageurs ne peuvent pas te dire qu'il n'y avait pas assez de telle ou telle chose. Tu as marqué dans l'annonce que c'était pour le premier jour. Passons à la question suivante. Oui, bonjour Vanessa, c'est Camille. Je voulais savoir si en tant que conciergerie, lorsqu'on reprend un logement, est-ce qu'on est obligé de créer d'abord un profil propriétaire puis ensuite se mettre en hôte principal, ou est-ce qu'on peut simplement créer une nouvelle annonce depuis notre compte conciergerie? Voilà, merci beaucoup. Encore une question très intéressante, Camille. C'est une question qu'on me pose régulièrement. Et là, il y a 2 écoles. Il y a l'école où on crée l'annonce sur le compte du propriétaire et on se met en co-hôte. Cette école-là, je ne l'aime pas parce qu'il va y avoir beaucoup de problématiques, notamment sur les litiges aircover. Si un voyageur casse quelque chose et qu'il faut ouvrir un litige avec Airbnb pour être remboursé, tu n'auras pas la main dessus. C'est au propriétaire de gérer ça. Et quand on veut être une conciergerie, on va dire all-inclusive qui gère la totalité, eh bien on ne peut pas se permettre de dire au propriétaire s'il y a un problème, c'est vous qui gérez, nous on s'occupe de rien. Donc je n'aime pas cette solution et de toute manière, la deuxième solution est beaucoup plus pratique et aussi légale. Certains disent que ce n'est pas légal, mais ça l'est, je te rassure. Tu vas créer en fait l'annonce du propriétaire sur ton compte Airbnb. Bien sûr, tu n'as pas de carte G, tu ne peux pas percevoir les loyers. Il faudra que tu mettes le RIB du propriétaire et que tu paramètres l'annonce avec le RIB du propriétaire. Comme ça, il reçoit 100% des revenus et à la fin de mois, tu lui factures tes prestations. En faisant de cette manière-là, tu as la main sur toute l'annonce. Tu peux créer les photos, créer l'annonce comme en côte, mais tu peux gérer les litiges et surtout, le gros plus, c'est que quand tu gères les litiges, que tu ouvres les litiges, c'est toi qui es payé de ces litiges aircover et pas le propriétaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine, tu as un voyageur qui a cassé la table basse. Tu fais une demande aircover, imaginons que la table basse, elle coûte 100 €. Tu lui demandes 100 €, il ne veut pas payer, tu envoies du coup la demande à Airbnb.
Dans les 2 jours, tu es payé directement sur ton compte, ce qui fait que tu as pu acheter la table basse avant d'être payé par le propriétaire. Sinon, tu aurais dû attendre la fin du mois pour le facturer au propriétaire. Rien que pour ça, je te conseille fortement de créer les annonces des propriétaires sur ton propre compte Airbnb. Passons à la question suivante. Bonjour Vanessa, alors tout d'abord merci pour ton podcast que je trouve très enrichissant, qui nous permet de nous projeter, d'y voir un peu plus clair dans cette activité. Alors voici ma question. J'aurais voulu savoir quelle était à peu près une journée type d'un gérant ou d'une gérante de conciergerie. Je te remercie et à très bientôt. Merci Céline pour ton message. Et pour répondre à ta question, cela va être différent. Je ne vais pas pouvoir répondre à ta question concrètement parce que cela va dépendre de plusieurs facteurs. Comme par exemple le nombre de logements que tu en aies 5 ou que tu en as 50, ça ne va pas être la même organisation de ta journée. Quand tu en as 5, tu vas souvent faire les choses par toi-même, tu vas faire les ménages par toi-même, donc forcément toute ta matinée va être dédiée à ça. Quand tu en as 50, ça va être tes équipes, donc là il faudra que tu gères tes équipes, donc ce sera totalement différent. Cela va dépendre aussi de la période de l'année. Si tu es dans une période creuse, tu vas avoir moins de choses à faire et tu vas peut-être revoir tes logiciels pour organiser ta prochaine saison, recruter de nouvelles équipes aussi. Alors que si tu es en période estivale, là tu vas pas revoir ça du tout, tu vas bien organiser tes journées pour être efficace et ne rien oublier. Prenons en compte que tu es en période, on va dire, estivale et que tu as, on va dire, 15-20 logements. En gros, ta journée type, ce sera le matin, répondre aux messages que tu as eus des voyageurs dans la nuit. Tu vas vérifier les départs du jour pour pouvoir organiser les ménages que tu as à faire aujourd'hui. Si tu les fais faire, alors il faudra que tu organises tes prestataires de ménage pour qu'ils aient leur feuille de route sur la matinée. Et si tu les fais toi, et bien évidemment, tu devras t'organiser pour pouvoir les faire dans la journée. Il faudra aussi gérer le réassort de tes produits et le linge selon ce que tu as choisi pour le faire gérer. L'après-midi, ce sera plus tranquille. Tu pourras travailler généralement de ton bureau. Tu vas prospecter en général de nouveaux clients via les réseaux sociaux, les petites annonces, ton site web. Tu vas faire le suivi client, les relancer, les rappeler pour ceux qui ne sont encore que des prospects et non des clients d'ailleurs. Tu vas aussi avoir peut-être de la maintenance sur certains logements, s'il y a eu quelques dégradations suite au départ des voyageurs du jour. Et si tu n'en as pas eu, peut-être que tu vas devoir suivre les litiges que tu as ouverts. Ensuite, si tu as un peu de temps, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, il faudra faire de la veille sur les prix et sur tes taux d'occupation pour être sûr que tu es dans le bon prix en fonction des événements. Et après, tu vas organiser les arrivées de la journée et répondre toujours aux voyageurs sur les plateformes. Bien sûr, c'est à peu près mes journées type, mais ce n'est pas la journée type de tout le monde. Il faudra faire en fonction du nombre de logements et de la période de l'année. Question suivante. Et j'en profite, j'ai également une autre question. Je voulais savoir quel était à peu près le montant qu'il faut prévoir, le montant d'investissement au départ. Alors, je pense notamment à un petit budget pour achats divers, produits ménagers, etc. Quel est en général le montant qu'il faut prévoir, le montant d'investissement de départ? Et également, quel est le montant de trésorerie à prévoir chaque mois en fonction du nombre de logements, j'imagine. Voilà, je te remercie. Alors Céline, pour répondre à ta deuxième question, on va avoir plusieurs aspects. Quand tu parles de communication, tu parles donc de visibilité pour avoir de nouveaux clients. Je te conseille dans un premier temps d'avoir un site web bien référencé, parce qu'un site web en 3e page de Google, ça ne sert à rien. Donc pour ça, soit tu sais faire et tu le fais par toi-même, tu prends une bonne journée pour le faire, sinon tu peux le faire. Alors il y a tous les prix pour faire un site web. Je te conseille de passer par un site ou du moins un prestataire qui s'y connaît dans les conciergeries et dans le référencement. Pour moi, j'ai fait faire mon site web par macom.imo. Ils sont passés déjà sur le podcast. C'était l'épisode 30. C'est eux qui m'ont fait mon site web. Si tu veux aller voir à quoi ça ressemble, mon site c'est vignome.com. Ils font en fait des templates de site web pour les conciergeries, ce qui réduit vraiment les coûts. Donc je n'ai plus en tête le tarif pour créer un site web, mais tu peux les contacter de ma part. Je pense que tu auras peut-être une petite réduction.
Ils peuvent aussi te faire des flyers et des plaquettes commerciales et même des cartes de visite. Je te conseille d'aller voir de ce côté. Pour la visibilité, pour te faire connaître, je te conseille, et il n'y a pas mieux, j'ai commencé comme ça, d'aller dans des soirées ou des matinées de réseautage. Ça va te coûter peut-être 10, 20, 30 euros pour les plus grosses soirées de réseautage. Et pour démarrer, je te conseille d'en faire une fois par semaine. Ça va être très important parce que si personne sait, enfin, tu as beau avoir, je veux dire, le meilleur service de conciergerie, si personne te connaît, tu vas pas avoir de clients. Donc il faut vraiment te faire connaître auprès des autres entrepreneurs. Et pour trouver ces soirées-là, tout simplement, tu vas aller, par exemple, sur des groupes Facebook, sur Google, taper entrepreneurs, association d'entrepreneurs. Tu peux te faire inviter des fois, type les BNI, les Dinabai. Mais après, il y a des associations vraiment locales aussi. Donc, je te conseille d'aller regarder de ce côté-là. Si on parle du deuxième aspect, tout ce que tu m'as dit sur les produits. Alors là, concernant les équipements type aspirateur, serpillière, tous ces équipements-là, en fait, tu vas pas avoir à les acheter, puisque quand tu vas prendre un logement, tu vas demander au propriétaire qu'il soit déjà présent. Pourquoi? Pour le voyageur, s'il reste longtemps, il a besoin de nettoyer. Et pour tes prestataires de ménage, tu vas forcément prendre des fois des étudiants qui n'ont pas les équipements. Tu vas pas avoir forcément des entreprises de nettoyage à chaque fois. Donc c'est indispensable qu'ils soient déjà dans les logements. Par contre, si c'est toi qui fais les nettoyages, ou même d'ailleurs des prestataires type étudiant, tu vas avoir besoin de chiffons, de produits de nettoyage. Là, il faudra avoir une petite enveloppe, mais ça coûte pas très cher. Pour moins de 50 euros, tu as l'ensemble. Alors, je te conseille aussi d'avoir un petit peu d'argent de côté pour la maintenance. Je m'explique. Si lors d'un départ de voyageur, la cuvette des toilettes a été cassée et qu'il faut la changer, et qu'il y a une arrivée le jour même, tu ne vas pas attendre d'être remboursé par le voyageur pour pouvoir la changer. Évidemment, tu vas devoir la changer avant d'être remboursé. Donc pour ça, il te faudra une petite enveloppe de côté. Alors combien, là, ça va être compliqué de te dire combien. Cela va dépendre de la dégradation et du nombre de logements que tu as. Je te conseille d'avoir peut-être 300, 400 euros. Et encore, c'est pour voir large. Et puis si, de toute manière, il y a des dégradations bien plus importantes, tu peux toujours demander une avance au propriétaire que tu rembourseras. Ça peut se faire aussi. Autre aspect à voir, c'est la formation. Quand on démarre, on ne sait peut-être pas tout pour démarrer. Alors tu peux de façon gratuite te former en continuant d'écouter le podcast La Conciergerie, mais tu peux aussi te former de façon payante. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé plusieurs programmes de formation. Et pour ma part, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait pour ma conciergerie. Et j'avais fait l'accompagnement de Fabien Béjot sur 2 jours en immersion dans sa conciergerie à Reims. C'est une formation vraiment physique et pas en ligne. On peut poser donc toutes les questions. On a avec Fabien pendant 2 jours. Ça a vraiment été le meilleur programme que j'ai pu faire. Pourtant, j'en ai testé plusieurs. Si ça intéresse certaines personnes, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. Ils font un accompagnement une fois par mois, sur 2 jours. Du coup, il faut les prévoir. Peut-être que la période creuse, est le moyen de se former, puisqu'en période estivale, on n'a pas le temps. Si vous avez des questions sur la formation ou même des questions sur le fonctionnement de votre conciergerie, vous pouvez toujours m'écrire sur l'Instagram, le podcast La Conciergerie. Je réponds à tous les messages. Dernier aspect à voir, ce sont les outils. Pas les outils, le marteau, vous m'avez compris, les outils type logiciel à avoir pour sa conciergerie. Certains ne veulent pas investir ne serait-ce qu'1 euro dans des outils dès qu'ils ont un logement. Alors moi, je vous conseille fortement, dès le premier logement, de mettre ça en place. Je vais vous dire quoi. Mais pourquoi dès le premier logement? Parce qu'une fois qu'on l'a fait pour le premier, c'est facile pour les autres. Si vous attendez d'en avoir 20 pour pouvoir mettre en place, ça va vous prendre un temps fou. Alors, le premier logiciel que je vous préconise, c'est un logiciel de revenu management. Ça, on l'avait déjà vu dans un épisode précédent. Ça vous permet de fluctuer les prix à la hausse ou à la baisse selon l'offre et la demande. Ça, on ne peut pas le faire soi-même. Du moins, on n'est pas spécialisé pour le faire. Donc, un logiciel qui le fait automatiquement, c'est important et indispensable dès le premier logement pour ne pas faire perdre de l'argent à ses clients. Le deuxième logiciel que je vous préconise, c'est un logiciel qui permet de piloter sa conciergerie
pour les entrées, les sorties, les ménages, la comptabilité et même pour un espace client. Ça, c'est indispensable pour faire pro et pour se faciliter la vie. Et ça, je vous assure, je l'ai vu que la 3e année de ma conciergerie et je regrette de ne pas avoir mis ça en place dès le départ. Et le 3e logiciel qui est pas indispensable, selon moi, ça dépend en fait si vous êtes multiplateforme, si vous utilisez plus d'une plateforme. Par exemple, si vous utilisez Airbnb et Booking, il vous faudra un channel manager pour pouvoir lier les calendriers et pas avoir de surbooking. Mais si vous êtes sur une seule plateforme, il n'y en aura pas besoin. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Passons à la question suivante. Bonsoir Vanessa. Alors du coup, moi j'avais une question maintenant que j'ai pas mal avancé. J'ai passé aussi une saison. J'ai atteint jusqu'à 7 logements au mois d'août. Évidemment, j'avais des saisonniers, donc là je retombe à... Je dis 4,5 parce que j'ai toujours cette fameuse propriétaire embêtante depuis le début dont je n'arrive pas à me séparer. Disons que c'est un peu compliqué. Enfin bref, du coup je varie entre 4 et 5. Je vais peut-être en avoir un 6e bientôt. Mais en tout cas, cet été, j'ai absolument pas prospecté, bien évidemment, puisque je voulais me concentrer pour faire au mieux mon travail. Et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, dans l'ensemble, tous les propriétaires sont contents. Et ma question, c'était... En fait, j'appréhende énormément la période creuse. Et donc, quelles sont, pour toi, les principales... tes essentiels, en tout cas, pour comment avoir un bon taux d'occupation en période creuse et aussi à des coûts, forcément, à des bons coûts pour ne pas perdre en rentabilité auprès des propriétaires, bien évidemment. Merci d'avance pour ta réponse. Alors, merci pour ta question. Effectivement, la période creuse fait beaucoup peur. Et malheureusement, ce n'est pas un spoiler alerte, mais on va gagner moins en période creuse qu'en période haute. Donc, il va falloir garder sa trésorerie qu'on a eue pendant l'été pour pouvoir l'étaler sur la période creuse si on veut avoir un chiffre, des revenus qui durent jusqu'à la période suivante, la période estivale suivante. Ça, c'est le premier point auquel il faudra faire attention. Ne pas tout cramer en fin de saison parce qu'il va y avoir la période creuse où il va falloir quand même maintenir sa trésorerie. Alors comment on fait pour quand même avoir du chiffre, avoir des réservations ? Bien déjà, on va réadapter ses tarifs et ses durées de séjour. En période creuse, il y a quand même des réservations, mais la clientèle n'est pas touristique. La clientèle, c'est souvent une clientèle d'affaires. Il va y avoir beaucoup de personnes qui viennent pour des stages, pour des formations, pour du travail. Ils sont en recherche de logement et n'en ne trouvent pas, mais ils ont commencé leur travail, donc il faut un logement de dépannage. Et il va y avoir aussi des gens qui sont embauchés pour 3 semaines, pour un chantier par exemple. Pour ça, il faut donc adapter ces tarifs à la nuitée en fonction de la durée du séjour. Faire des promotions sur des 1 semaine, 3 semaines, 1 mois va être important pour remonter dans les algorithmes de recherche sur les plateformes. Mettre en avant que le télétravail dans son logement est possible parce qu'il y a par exemple la fibre. Mettre en avant que s'ils sont 2 travailleurs en général et que c'est un T2, il n'y a qu'une chambre. Mettre en avant que le canapé est un canapé-lit et qu'il est possible d'être 2 du coup sans partager le même lit. Il va falloir réadapter tout ça, prendre conscience que ce ne sont pas des touristes mais des travailleurs. La période creuse permet aussi de refaire un tri dans les logiciels, dans ses clients. Peut-être si il y a des logements où le chiffre n'a pas été au rendez-vous cette année, pourquoi s'embêter à gérer ce logement une année de plus ? Il faut faire le point. Si le logement a été, on va dire, chronophage en termes de problèmes, c'est-à-dire que vous avez eu des soucis, mais en plus, vous n'avez pas eu de réservation, ne vous embêtez pas. Prenez vraiment les meilleurs logements. En fait, on va appliquer la loi de Pareto. Il y a 20% de vos logements qui vous apportent 80% de votre chiffre. Donc, gardez ces 20%, faites le tri et profitez-en pendant cette période pour prospecter de nouveaux clients. Mettez en avant, selon les chiffres que vous avez déjà fait, puisque vous avez soit une saison, soit une année d'avance déjà, une année d'expérience, pardon. Mettez en avant ça pour les futurs clients. Mettez en avant que ce type de logement peut rapporter ça en moyenne.
Voilà. Revoyez vos standards de qualité pour dire je veux ces logements, mais pas ceux-ci. Voilà. C'est le moment de faire le bilan, de trouver de nouveaux clients, puisqu'il va falloir du coup augmenter son nombre de clients, puisque vous allez devoir faire un tri entre les meilleurs et les moins bons clients. Et pour récapituler, la clientèle est une clientèle d'affaires, il faut donc s'adapter à ça. J'espère avoir répondu à ta question. Passons à la question suivante. Oui, bonjour Vanessa, donc c'est Elodie, donc je me permets de t'envoyer un vocal parce que en fait j'ai une question. Donc moi j'ai une conciergerie sur les jets, donc en station de ski. Actuellement j'ai effectué que les ménages, les accueils, etc. Mais entre-temps je suis partie à l'étranger pour l'anglais. Et là donc je reviens en novembre en France et donc je reprends mon activité. Et j'ai une petite question donc qui se pose parce que moi j'ai travaillé pendant 4 ans dans une agence immobilière, j'étais responsable des locations. Donc c'est un petit peu le même travail et donc en fait je vais avoir la carte gestion. Et ma question où je suis un peu perdue, c'est que j'écoute beaucoup de choses sur internet, beaucoup de podcasts, beaucoup de tes podcasts d'ailleurs, merci beaucoup pour ça. Désolée, donc je vais faire devoir de vocales parce que ça s'est arrêté. Donc déjà je voulais te remercier par rapport à ça parce que ça m'aide sur pas mal de choses. Et donc ma question était, en fait je suis un peu perdue. Est-ce qu'il faut que je travaille que avec Airbnb ou est-ce que il faut que je travaille parce que moi donc je veux travailler avec un channel manager qui s'appelle donc Enova, qui pourra me rediffuser sur plusieurs donc plateformes. Mais je me demande en fait ce qui est le plus avantageux parce que c'est vrai qu'au départ, là pour le moment, je n'ai pas encore d'appartement en gestion. Mais si je commence avec Enova, je suis quand même obligée de payer donc tous les mois un abonnement, etc. Donc voilà, ma question c'était ça. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'était plus avantageux de se mettre que sur Airbnb en direct avec Airbnb ou est-ce que je prends directement un channel manager ou je me rediffuse sur plusieurs plateformes. Voilà, je suis un peu perdue par rapport à cette stratégie. Merci. Alors, merci Elodie pour ta question. Et ma réponse va être assez simple. Le plus simple et le mieux. Je m'explique. Quand j'ai démarré, j'ai utilisé Airbnb, j'ai utilisé Booking, j'ai même testé Abritel. Et honnêtement, c'est une perte de temps. En plus de ça, il faut des logiciels qui coûtent de l'argent, alors qu'au début, je n'avais que 5 logements. Et je me suis rendu compte, après l'accompagnement que j'avais eu par Fabien Béjot, que ce n'est pas nécessaire d'être sur plusieurs plateformes. J'ai fait le test, parce que certains vont dire, oui, effectivement, sur une plateforme, on s'empêche des réservations, mais j'ai fait le test. Donc je peux te dire qu'en étant sur une seule plateforme, tu vas avoir plus de visibilité par cette plateforme. Parce que, par exemple, Airbnb n'est pas idiot, il le voit quand tu es sur plusieurs plateformes. Et là, tu ne seras pas mis en avant. Ils vont mettre en avant leurs meilleurs clients ou toutes leurs annonces sont sur leur plateforme, ce qui est normal. Et pour ma part, j'ai fait le test. J'ai eu des annonces qui étaient et sur Booking et sur Airbnb. On a arrêté. Alors, bien sûr, il y a une technique qu'il faut appliquer parce qu'on ne peut pas arrêter comme ça et laisser que Airbnb courir, ça ne va pas fonctionner. Sur les nouvelles annonces, du moins sur les nouveaux clients, je veux dire, on crée une nouvelle annonce uniquement sur une plateforme. Je te conseille vivement Airbnb pour des raisons que j'ai déjà évoquées, des avantages qui sont vraiment importants. Tu mets une annonce sur Airbnb et tu vas voir que tu vas remplir ton calendrier. Donc ma réponse est finalement simple, une seule plateforme suffit, tu n'auras du coup pas besoin de channel manager et en plus quand tu vas démarrer, tu vas économiser cette somme-là. Quand on démarre, qu'on a 1 logement, 2 logements, 3 logements, même jusqu'à 10 logements, le moindre coût est important à prendre en compte. Je te conseille de prendre des outils nécessaires comme un outil de revenu management sur lequel je répondais à la question précédente, plutôt qu'un logiciel type Channel Manager où il faut juste relier des calendriers. Ça va te coûter cher alors que tu peux être sur une seule plateforme. Va à l'essentiel, le plus simple et le mieux. J'espère que ma réponse te convient. J'allais dire passons à la question suivante, mais ça y est, c'est terminé pour les questions aujourd'hui. On a vu pas mal de choses, j'espère que ce format d'épisode vous aura plu. Ce que j'ai fait pour que vous n'ayez pas à chercher tous les liens dont je vous ai parlé, j'ai créé une fiche avec tous ces liens
Pour la recevoir, il faudra aller dans l'unique lien qu'il y a dans les notes de cet épisode. Et du coup, je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions sur l'Instagram La Conciergerie Podcast en message vocal afin que vous passiez sur le podcast et que j'y réponde en direct pour aider toute la communauté. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode ? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.